Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format intitulé DevStream que nous vous présentons aujourd'hui en compagnie de Grégoire Dust et Grégoire Gambato, ainsi que Abdelhamid comme premier invité pour cette édition du DevStream. DevStream, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui a pour but de mettre en exergue les différentes opportunités qu'il existe pour les développeurs dans la crypto, dans le Web3. Et qui de mieux pour présenter ces dernières que Greg, qui est à la tête d'OnlyDust. Ce que je vais te proposer de faire dans un premier temps, c'est de te présenter, de dire quelle est ton activité. Et par la suite, Abdel, tu peux aussi te présenter. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui fréquentent cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, te connaissent. En fait, c'est moi le nouveau. Bah alors, tu es déjà passé en plus, donc... ouais. Bonjour à tous, moi c'est Grégoire Gambato. Alors du coup merci beaucoup Sam de m'inviter, je suis hyper content, grave chaud d'animer cette mensuelle avec toi pour les devs. Du coup qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi je suis le CEO cofondateur d'OnlyDust. OnlyDust, on aide les développeurs à contribuer à l'open source dans la blockchain et notamment sur Starknet. Mais on travaille aussi avec pas mal d'autres écosystèmes. Et en gros on a créé une plateforme où en fait les développeurs peuvent venir trouver des projets open source qui les intéressent, qui sont prêts à les accueillir et qui ont pour la plupart des grants, donc pour leur permettre, donc des bourses pour leur permettre de toucher une rémunération en fonction de la qualité du travail qu'ils auront fait. Donc bien sûr, pour être éligible, il faut que votre PR soit merge, donc il faut aller au bout. Vous ne savez pas exactement combien vous allez toucher, ça dépend de la valeur que vous avez apportée au projet. Mais c'est une grosse révolution dans l'open source où jusqu'à aujourd'hui, quand vous contribuez à l'open source, en fait, c'était tout simplement gratuitement. Donc, et tout ça, c'est possible notamment grâce à la Starknet Foundation et à toutes les autres fondations qui nous soutiennent. Donc, merci à vous. Et moi, avant, sinon, fun fact, dans ma précédente vie, j'avais une agence de growth. J'ai même été influenceur LinkedIn. J'étais le plus gros influenceur LinkedIn français. En 2021-2022, je faisais 30 millions de reach par an. Voilà, donc si vous me connaissez de LinkedIn, désolé pour tout ce que je vous ai fait, tout ce que j'ai fait subir à la France. On te doit notamment, si je ne m'abuse, la technique là où il faut aller scroller jusqu'au bout pour voir un truc. C'est ça exactement, avec des voir plus, avec du suspense, où tu sautes des lignes avec des emojis, etc. Les gens sont déjà passés un petit peu au niveau méta. Voilà, j'avais créé cette méta et je pense que j'ai détruit la vie de beaucoup de gens. Donc voilà, je tenais à me remercier. Du coup, je suis sur le chemin de la repentance avec Sam qui m'a montré la voie. Voilà. Enchanté, enchanté, enfin très heureux pardon, de te voir sur cette émission en tout cas. Et ce que je propose, c'est que par la suite, tu nous fasses une petite démo du produit afin que ça parle un peu plus aux personnes dans le chat, à l'audience, que je salue également. Très heureux de voir certains noms dans le chat, certains commentaires. Bonsoir à toutes et à tous une nouvelle fois. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. La notification se distribue, donc je vois qu'on est de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir. Abdel, brève introduction peut-être? Très rapide. Déjà, merci. Quel honneur d'être le premier invité pour cette nouvelle mensuelle. Je pense que le format va être assez excitant et j'invite tous les devs et aussi non-devs à suivre ce nouveau format parce que je pense qu'il y aura aussi plein d'alpha. Il faut savoir que même en tant que non-dev, en fait, il y a beaucoup d'alpha qui sont sur le GitHub que vous pouvez trouver, etc. Donc, un bon réflexe, c'est même en non-dev, c'est de se créer un compte GitHub et de mettre des petites stars et des notifications sur les repositories des projets qui vous intéressent, parce que comme ça, vous allez pouvoir notifier en temps réel de ce qui se passe dessus. Et des fois, il y a des alphas intéressantes. Moi, pour la faire très vite, là, du coup, maintenant, je travaille chez Starkware en tant que Head of Ecosystem. Donc, je m'occupe de tout ce qui est croissance de l'écosystème en termes de développeurs, justement. Donc, toutes les stratégies qui vont pour attirer des nouveaux développeurs dans l'écosystème, avoir de la rétention dans l'écosystème, aussi essayer de faire en sorte que la qualité des contributions dans l'écosystème augmente et aussi qu'on ait une sorte de funnel pour de A à Z pour un développeur, c'est-à-dire qu'il arrive dans l'écosystème, on va le guider, voir, etc. Sachant que le endgame pour ces développeurs, c'est soit par exemple de créer leur propre projet, leur propre business, par exemple sur Starknet, ou alors de rejoindre un projet existant, trouver un job, etc. Donc je m'occupe un petit peu de toute cette partie-là. Et je dirige aussi la team exploration de Starkware, dont notamment l'un des objectifs, c'est de créer des projets open source et de stimuler l'open source dans l'écosystème. On pourra expliquer avec Grégoire en détail tout ça parce que justement, je suis aujourd'hui l'un des plus gros clients de la plateforme OnlyDust. Je pense même le plus gros client, le premier en tout cas, ça c'est sûr. Et fun fact pour la petite histoire, j'ai travaillé avec Grégoire, j'ai eu l'immense privilège d'être cofondateur d'OnlyDust aux côtés de Grégoire et Paco. C'était une énorme expérience pour moi, une première d'ailleurs en tant qu'entrepreneur.
Donc, c'était génial. Et du coup, je suis passé de cofondateur à premier client et client très satisfait de la plateforme. Donc, on pourra raconter un petit peu cette genèse de cette histoire parce que ça a commencé justement de mon côté avec la création de cette team exploration. Et on a tout de suite vu justement qu'il y avait un match et qu'on avait besoin d'une plateforme comme OnlyDust. Et c'est vrai qu'il y avait un trou béant parce qu'en fait, il n'y avait pas de choses existantes qui répondaient à ce besoin. Donc, on pourra en reparler de cette genèse de la collaboration entre OnlyDust et Starkware. Voilà pour moi. Top, top, top. Eh ben, sans plus attendre, je propose que Greg, tu nous fasses une démo, si Oui, ça te va. moi, T'as je un vous fais la version rapide, hein. Je ne vais pas vous s'imposer, mais en gros, je vous explique aujourd'hui si vous êtes un dev et que vous voulez venir. En fait, la meilleure façon de. En fait, il y a deux façons de rentrer sur la plateforme. Donc, je vous le dis après, je vous fais la petite démo. La première façon, c'est vraiment de rentrer en day-to-day, c'est-à-dire d'aller trouver les projets qui vous intéressent. Sur la plateforme, en fait, on a un listing de projets. Mais la deuxième façon, et à mon avis, c'est la plus facile pour vous, si vous n'êtes pas expérimenté, vous ne connaissez pas l'écosystème, etc., c'est vraiment de rentrer par en fait, le OnlyDust Hackathon. Donc, c'est un hackathon qu'on organise tous les mois. Donc, c'est le Audi Hack. Et je vous montre un petit peu comment ça marche. Tac. Comment est-ce que j'atteins l'indépendance financière avec ce système? Il faut travailler. Ça s'appelle Work to Earn. C'est un nouveau concept qui est en train d'exploser en crypto. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Je suis extrêmement fier de l'avoir. Je pense que je vais coin le concept. Ça me dérange beaucoup. Oui. Tu vas le trademark peut-être même. Je vous montre un petit peu. Vous avez tous les projets, donc forcément beaucoup de projets d'Abdel, donc sur lesquels vous pouvez filtrer en fonction de la communauté, en fonction du fait s'ils acceptent les newbies, etc. Mais du coup, il y a beaucoup de projets et parfois ça peut être un petit peu compliqué si vous n'avez pas trop l'habitude. Du coup, ce que je vous recommande vraiment, c'est de voir quand est-ce qu'est le prochain OnlyDust Audiac. Donc le dernier, c'est fini hier. Mais pour vous montrer, en gros, vous avez des projets qui sont éligibles, donc notamment des projets Custom Starknet et d'autres projets, par exemple Concrete, qui est d'Optimism, qui est une nouvelle blockchain, etc. Vous avez juste à joindre le groupe Telegram et en fait, vous voyez tous les projets qui sont éligibles. Et pour chaque projet, quand vous cliquez dessus, alors là, bien entendu, il n'y a plus de good first issue, mais en fait, vous pouvez voir apparaître toutes les good first issues, donc toutes les issues sur lesquelles vous pouvez travailler en open source, donc des sujets sur lesquels vous pouvez travailler qui ont été bien scopés et pour lesquels vous avez quelqu'un qui va vous aider. Donc, vous avez juste à rejoindre vous rejoignez le groupe Telegram. C'est assez. Est-ce que ça me marche dans le web? Allez, on y croit. Tac, le groupe Telegram Audi Hack. Et là, donc, du coup, vous rejoignez le groupe Audi Hack. Et en fait, vous avez énormément. Vous voyez, là, il y a 540 membres. Et vous avez énormément de gens qui partagent, qui peuvent vous aider. On répond à toutes vos questions, etc. Et voilà, donc c'est assez facile. Vous arrivez juste sur OnlyDust, vous allez regarder tous les projets qui sont en cours, vous rejoignez le groupe Telegram et c'est parti. Et ensuite, vous avez votre interface dans laquelle, si vous avez fait une contribution qui est éligible, votre PR donc, va être merge sur le main repo. Donc, votre travail va être accepté après la review par la personne qui gère le projet. Et du coup, ensuite, vous aurez juste à remplir toutes les informations pour récupérer le reward que vous allez recevoir. Alors, il faut savoir que donc, la récompense que vous recevez par rapport au travail que vous faites, ça peut aller de 50, 60 dollars pour des petites contributions quand vous êtes un débutant, quand vous venez juste de commencer, etc. Et ça, c'est normal, même si vous y avez passé parfois une journée, 2 journées, ça peut être un petit peu frustrant au début parce qu'en fait, la valeur que vous avez apportée au projet n'est pas énorme. Mais on a des personnes qui aujourd'hui, je crois que le record, c'est quelqu'un qui a touché depuis le tout début de la plateforme près de 90 000 dollars en rémunération. Donc, je ne vous recommande pas de le faire comme un day-to-day job et par exemple de dire moi j'ai envie de quitter, de faire que de la contribution sur OnlyDust. Parce qu'en fait, sauf si vous êtes réflexe, parce que vous ne savez pas combien vous allez gagner tous les mois, ça va varier, etc. Même si j'ai beaucoup de gens qui le font pendant 2, 3, 4 mois. Par contre, le faire pour créer votre réputation, pour ensuite créer votre projet open source, aller trouver un taf dans une boîte que vous avez avec des gens que vous allez rencontrer ou même lancer votre projet, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que je vous recommande et qui marche très très bien. Et je sais que par exemple, Abdel, il y a beaucoup de gens qui ont contribué au projet d'Abdel sur la plateforme et qui ensuite se sont retrouvés à pouvoir être recrutés dans des teams de l'écosystème Starknet parce qu'ils se sont fait repérer. Des gens qui ont été Même dans ma propre team. D'ailleurs, j'ai trois personnes de ma team, donc quasiment la moitié de ma team que j'ai recruté qui étaient avant des contributeurs sur OnlyDust, donc clairement. Voilà, donc vous pouvez même peut-être rejoindre Abdel. Et le bonus, c'est que toutes les contributions que vous faites, si vous avez des quêtes sur notre Guardian, donc le projet de Sam, vous avez un boost. Donc le maximum, c'est plus 10%. Ce qui fait que j'ai quand même des personnes qui ont reçu 1000 ou 1500 dollars supplémentaires parce qu'elles avaient fait des quêtes Node Guardian
Donc, autant vous dire que c'est un gros boost. Et en fait, donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de pousser pour les développeurs, c'est vous êtes nouveau, vous venez sur le Diac, donc vous avez des projets, vous avez 8-9 projets qui sont prêts à vous accueillir. On vous les annonce une semaine avant, vous trouvez le projet qui vous intéresse, vous plongez dans la doc et vous pouvez monter dessus. Et en parallèle, si vous avez fait des quêtes sur notre Guardian précédemment, ça va même augmenter booster votre récompense. Donc, c'est vraiment un petit peu le meilleur des deux mondes. D'un côté, la plateforme Notre Guardian pour vraiment monter en compétence sur des sujets techniques, pointus, sur lesquels vous pouvez arriver à démontrer que vous avez cette compétence. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de gens de projets open source qui sont très friands de ça, parce qu'ils disent quelqu'un qui a fait les quêtes les plus difficiles sur Notre Guardian, on sait que c'est quelqu'un qui a un bon, voire excellent niveau, mais à minima, il a un bon niveau. Donc, pour des développeurs qui sont déjà expérimentés, ça permet de mettre un tampon sur vos compétences et de montrer qu'en fait, vous êtes capable d'aller. Putain, j'ai que les. Bon, bref, de résoudre des défis complexes. Et donc, c'est vraiment quelque chose que nous, on est très content de bosser avec Sam là-dessus. En tout cas, là, je vous encourage. Et c'est un petit peu pour moi le trajet, c'est vous commencez, vous trouvez des bouts de first issue, vous commencez à découvrir une techno, vous trouvez votre écosystème, vous commencez à créer des connexions. Ensuite, quand vous montez un petit peu en niveau, vous allez sur la plateforme de notre Guardian pour montrer que vous êtes bon. Vous continuez à apprendre des sujets de plus en plus difficiles sur OnlyDust. Et ensuite, vous continuez sur. Moi, j'ai des gens qui sont devenus core développeurs Ethereum. On a des personnes qui ont monté leur entreprise. On a des gens qui ont rejoint la team d'Abdel. On a des gens qui ont rejoint. Je crois qu'on a une trentaine ou une quarantaine de boîtes qui ont recruté. Et en plus, ça vous permet même, pour votre salaire d'entrée, d'avoir un élément de négociation parce que vous montrez qu'en fait, vous êtes un super profil. Donc, et on a beaucoup de. Par exemple, je sais que 42, on a, je ne sais pas quel pourcentage des élèves de 42 viennent faire le Audiac. Pour les Français, l'école de Col 42, mais c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, leur niveau est assez impressionnant, by the way. En vrai, Ouais. j'étais assez surpris du niveau des gens de l'école 42. Je pense qu'il y a vraiment un playbook dans la façon de l'école parce que c'est pas un hasard qu'il y a autant de qualité. Je pense qu'il a vraiment craqué quelque chose avec ce format, c'est intéressant. Et clairement, et nous, c'est un gros. C'est un pour nous, gros c'est une vivier grosse source dans l'écosystème français. Et là, on a pas mal, pour vous dire aussi, pour faire un petit peu rêver, mais j'ai un dev du coup, qui était en reconversion qui a fait 42, Arnaud, et qui là, du coup, a lancé sa boîte donc sur Starknet avec un diplômé de Stanford qu'il a rencontré. Donc, en fait, il a contribué sur OnlyDust. Du coup, ça lui a permis de rentrer dans l'accélérateur de Starknet. Du coup, il a trouvé un diplômé de Stanford qu'il a rencontré qui était chaud sur son projet. Du coup, ils se sont lancés tous les deux. Et là, ils sont en pleine levée de fonds. Donc, c'est une belle histoire de passer d'élève de 42 en reconversion qui contribue sur un projet à lancer sa boîte avec un diplômé de Stanford. Bon, en tout cas, je vous dis juste que sur Starknet en plus. Il y a des opportunités, ouais, clairement. Il y a des opportunités. Pour un dev, c'est vraiment. Bon, après, il y a une question dans le. La com. Ouais. Il y a juste une question dans le chat, j'en profite. Niveau langage, par curiosité, vous avez l'idée de ce qui est requis principalement, beaucoup de TypeScript, style, CSS, etc. Il y a vraiment tout. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme OnlyDust, vous pouvez filtrer par technologie, justement. Donc, en fonction de ta stack de prédilection, tu peux carrément choisir si tu veux faire du Rust, Kairos, Solidity, du front-end. Il y a vraiment tout. C'est très varié. Il y a des projets infrastructure low level, il y a des projets applicatifs, il y a du front-end, du back-end. Il y a vraiment tout. Donc, je t'invite à regarder et de filtrer par tes compétences, affinités. Tu peux le faire sur la plateforme et filtrer par les stacks que tu maîtrises, que tu connais ou que tu aimes bien. Après, il faut savoir que sur les Audiac, je vous encourage à être là tout de suite pour les premières issues parce que généralement, dans les 20 premières minutes, il y a 82% des issues qui sont prises. Et il y a beaucoup de propositions. Des fois, il y a 10-15 personnes sur les issues. Donc, par contre, ce qui fait la différence, c'est que si vous avez étudié le projet en amont, vous avez regardé la doc, vous avez choisi un projet, vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances d'être sélectionné que si vous arrivez, vous n'avez pas eu le temps, vous dites à tout le monde, je vais prendre celle-là, 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 parce que peut-être que je peux la faire. Donc, en fait, vous augmentez énormément vos chances en ayant pris un projet que vous trouviez bien sur une techno qui vous intéressait. Et en effet, on a du Rust, on a du smart contract, on essaie toujours d'avoir des projets avec du front-end. On a beaucoup de projets de Rust et smart contract. Donc, c'est technique, mais vous pouvez commencer, vous avez toujours des good first issue, des sujets sur lesquels vous pouvez commencer à apprendre. Et je sais qu'on a pas mal de gens qui ont appris Rust, justement, en prenant une issue facile. Et du coup, ça leur permet de se motiver aussi à apprendre le langage, parce que du coup, vous avez une issue facile à tackle et vous avez une motivation supplémentaire. Mais oui, on a pas mal de langages et on essaie d'avoir un peu tous les niveaux de difficulté. Ça va du très débutant au très, 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 très dur. Et on essaie d'avoir du front, du back, du smart contract, etc. D'ailleurs, je peux vous dire une petite anecdote pour montrer le succès de la plateforme. J'ai raconté ça à mon boss, il était choqué.
il y a des gens qui ont implémenté des bots pour être capables de détecter les issues en premier pour essayer de les récupérer et se les prendre dans les ODIAC. Donc, pour vous dire à quel point il y a de l'engouement et le côté FOMO. Donc, le modèle marche très bien. Oui, c'est Donc, marrant ça m'a parce fait que rigoler. le mec qui a développé le bot, il l'a développé pour lui. Et une fois qu'il a récupéré toutes les issues, il l'a donné aux autres en mode hey, regardez, j'ai développé un bot dans la communauté. Je t'ai vu, tu l'as déjà utilisé hier, toi. Mais oui, ça vous permet de sortir toutes les issues, etc. Et après, il y a des gens qui essaient d'apply. Pareil, il y a des petits malins qui essaient de tricher parce que souvent, il y a des projets qui, comme il y a du décalage horaire, sortent les issues avant l'heure parce qu'ils seront en train de dormir. Et du coup, il y a des gens qui checkent tous les repos, genre 6, 8, 10 heures avant, etc. Donc, voilà. C'est de la MIV sur OD, en fait. Ouais, Exactement. exactement. C'est exactement, ça te fait beaucoup rire. Le problème existe, c'est un problème omniprésent, visiblement. Mais blague à part, moi je trouve que c'est intéressant ce qui se dessine, c'est que tout ça, que ce soit Omnidust ou même Node Guardian, c'est un peu dans la même catégorie, c'est que ça fait des sets civils résistants de très haute qualité. En gros, parce qu'en fait, si tu prends en proxy les challenges qu'ils peuvent réaliser sur Node Guardian ou tu prends la valeur de ce qu'ils auront récupéré en dollars sur Omnidust, ça donne un proxy de qualité. Déjà d'une sur que c'est des humains, donc un truc qui est civil résistant, et de deux, c'est une réputation vérifiable publiquement qui est très intéressante. Donc moi j'aime beaucoup ça, et je préchote déjà que ça va être utilisé par beaucoup de projets pour des potentiels airdrops et compagnie. Donc, au total, quand on a compté, il y a eu 4 airdrops qui ont visé nos utilisateurs pour l'instant sur les 6 derniers mois, et ça, au total, 8 millions de dollars ont été distribués à des utilisateurs. Bon, bah voilà. Sur nos users parce qu'ils avaient fait la contribution à l'open source. Donc c'est assez énorme. Et pour vous donner aussi quelques chiffres, aujourd'hui, l'IDA, c'est entre 500 000 et 1 million de dollars de grants qui sont distribués à des développeurs chaque mois. Donc c'est quand même, on ne parle pas de quelques... quand je vous dis ça peut être des rewards à 60 dollars, oui. Mais après, il y a des gens qui, du coup, parce qu'ils ont commencé à avoir l'expérience, etc., ils arrivent à avoir des belles opportunités. Et je vous disais, hein, les utilisateurs Node Guardian, sont vraiment dans le top. En fait, dans le top 10, top 20 de la plateforme chaque mois, on a à peu près un tiers des gens qui sont des utilisateurs Node Guardian. En fait, c'est autoréalisateur parce que les gens qui ont fait ces challenges-là arrivent à avoir des issues plus facilement. Du coup, ils créent de la confiance. Du coup, parce qu'ils montrent qu'ils sont forts. Du coup, ils arrivent à avoir des issues plus facilement. Du coup, ils travaillent sur les meilleurs issues, etc. Donc, il y a vraiment ce mécanisme vertueux qui se met en place. Donc, je vous recommande vraiment de travailler sur les deux tableaux. D'un côté, travailler sur des challenges très complexes sur notre Guardian, et de l'autre côté, aller faire de l'open source. Et vraiment sur votre carrière, je vous dis, Abdel l'a dit, mais pour la plupart des gens, en 3 à 6 mois, de travailler dur, ça change complètement. Enfin, des fois, je parle de Dragon aussi, par exemple. Alors, vous, on est en France, la plupart des gens qui vous écoutent, je suppose, sont français, ou à moins parlent français. Sinon, c'est assez difficile de comprendre ce stream. Mais on a des histoires de gens qui habitent en Serbie, qui sont au Nigeria, etc., qui sont dans des pays où c'est beaucoup plus compliqué et qui ont réussi à trouver des boîtes à trouver des tafs dans des boîtes top tier. Donc vraiment les meilleures boîtes de l'écosystème. Alors même que quand vous partez et qu'à la base vous faites du front-end en Serbie ou du PHP ou des choses comme ça, c'est plus difficile d'attirer l'œil des recruteurs. Et là, ils ont réussi à le faire grâce à la combinaison des deux plateformes. D'ailleurs, j'insiste sur le fait. Je t'en prie. Ouais, j'insiste sur le fait que ça peut être vraiment intéressant financièrement. Juste pour donner une petite anecdote, parce que j'aime bien alimenter par les anecdotes. J'ai quelqu'un que j'ai recruté dans mon équipe qui, en fait, il me coûtait plus cher en contribution en IDES que ce qu'il me coûte. Donc, en fait, on a économisé en le recrutant, alors qu'il est chez Starkware et que c'est pas des salaires qui sont ridicules, juste pour vous dire un peu, pour donner une jauge. Le mec gagnait très, très bien sa vie en faisant juste des contributions sur Onidos. Donc, en effet. Et il y avait juste 2 petites questions dans le chat. Starknet va travailler avec Zama pour inclure le FHE. C'est une question qui est intéressante. D'ailleurs, Zama est un partenaire de Omnidust, donc si vous êtes intéressé par le FHE, je vous invite à regarder leur projet. Le FHE, c'est une narrative qui est vraiment intéressante et qui va venir, ça c'est clair. Après le ZK, le FHE aura son heure, ça c'est sûr et certain. Il ne remplacera pas le ZK, il sera complémentaire avec le ZK. Donc il est possible que dans le futur, on ait des interactions. On connaît bien la team Zama, donc il est très probable qu'on pourra collaborer avec eux. Quand la technologie sera assez mature. Et je prends juste la deuxième question. Les tokenomics de Stark ne sont pas top. Quelle est l'utilité du token à part la gouvernance? Alors, pour le coup, si on compare avec tous les L2, c'est le token qui a le plus d'utilité parce qu'il sert pour la gouvernance, comme tu l'as dit, mais également pour les fees. Donc, c'est aussi le gas token. Donc, tu payes les transactions en Stark, ce qui n'est pas le cas des autres L2. Et il servira quand il y aura le staking. Voilà. Ouais, non, moi, une histoire assez intéressante à mettre en avant là sur ce stream pour voir un peu tout le processus d'onboarding d'un utilisateur ou d'un développeur sur Onidust ou Node Guardians ou n'importe quel écosystème. Là, par exemple,
il y a une quête qui sort sur Node Guardians. Alors, Node Guardians, ça ressemble un peu à un jeu de rôle pour les ingénieurs, pour les développeurs, où il y a des challenges à compléter que l'on appelle des quêtes. L'idée, c'est de créer des quêtes sur différents sujets de programmation, différents design patterns, différents concepts, et gamifier la chose pour que le process d'apprentissage ou de maîtrise ou prouver ses compétences, l'expérience pour prouver ses compétences soit fun. Donc là, il y en a une qui s'appelle Self-Hosted EVM, où il faut réimplémenter une EVM sur l'EVM, en fait, pour mieux comprendre comment celle-ci fonctionne. Et là, le concept était très simple. Ceux qui complètent le challenge en premier peuvent être mis en relation avec Kakarot s'ils consentent à ça, bien sûr. Et il s'avère que les personnes qui ont été mises en relation, dont le nom est ici, sont devenus en fait des contributeurs du projet Kakarot en open source et sont devenus des contributeurs très proactifs en fait sur Kakarot via OnlyDust. Et aujourd'hui, certains ont réussi à trouver des opportunités de job à quasi plein temps. Donc Nizami était chez Nethermind et puis a travaillé chez nous et maintenant a contribué chez nous également. Patate travaille chez Trader Joe, mais je pense que c'était déjà le cas avant. Et Tristan Angle, Angle, je pense que c'est ça, était, il y a un an et demi de ça, était interne en neurochirurgie. S'est intéressé à la programmation, donc a commencé à travailler au Journal du Coin pendant quelques mois. Ça, je me rappelle très bien. Et je pense qu'en moins d'un an, il s'est formé avec des outils comme Node Guardians, sûrement CS50 ou autres, a commencé à contribuer sur Node Guardians, a commencé à faire des challenges sur Node Guardians, a contribué sur OnlyDust, et aujourd'hui travaille chez Nethermind comme database engineer. Pas interne ou autre, mais un job à plein temps chez Nethermind qui lui permet de vivre en fait dans un milieu qui lui est intéressant, pour dire les choses ainsi. Et ça, c'est un cas parmi des dizaines, voire même peut-être des centaines, j'en sais rien. D'autres noms qui sont ici travaillent chez d'autres boîtes du space, Vali et chez Constamp. Certains, je ne peux pas donner le nom pour des raisons qui me dépassent, mais pas mal de gens commencent en fait via Node Guardians, prouvent leurs compétences, vont par la suite sur OnlyDust pour mettre ses compétences à l'épreuve sur des problèmes réels, gagnent de l'argent, mais surtout du statut, prouvent leur implication, la qualité de leurs compétences, on va dire ça, se font éventuellement repérer par des projets pour obtenir des grants ou des opportunités professionnelles, ou vont utiliser leur fait d'armes pour accéder à des interviews ou des jobs qui sont normalement non très difficiles d'accès. Et en gros, ce processus permet, sans trop de contraintes, de se faire un curriculum, on va dire Web3, de se faire la main avec les stacks du Web3 et de progressivement transitionner d'un job de développeur Web2 vers un job Web3 si le cœur vous en dit. Et après, vous pouvez même juste aiguiser vos compétences sur plein de sujets tout en vous amusant à l'occasion via Node Guardians. Alors pour l'instant, Node Guardians s'adresse essentiellement à des développeurs de niveau intermédiaire à avancer. Mais à mesure que le temps avance, on va essayer d'étendre ça aux débutants du mieux que l'on peut pour créer une expérience d'onboarding, d'upskilling, comme on dit en anglais, qui est exhaustive, qui est complète. Donc, vous pouvez faire du Cairo, du Solidity, du Noir. Bientôt, d'autres stacks vont être ajoutés. Il y a certains concepts de cryptographie qui sont aussi expliqués ici. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur les courbes elliptiques. Vous avez des challenges pour les implémenter. Vous pouvez faire des CTF sur plein de choses, en fait. Et à la fin, vous obtenez des preuves de compétences qui vont aussi vous permettre, dans certains cas de figure, d'obtenir plus de récompenses sur vos contributions open source si vous avez bien entendu validé les compétences pertinentes avec le sujet sur lequel vous contribuez. Parce que forcément, ça va contribuer à la qualité globale du code. Il va peut-être avoir moins de peer reviewing et avoir une code base à la fin qui est de meilleure qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins directement pricer ou apprécier. Voilà un peu le concept. Et même si vous n'obtenez rien à la fin, vous avez des skills. C'est toujours ça de prix. Et nous, on fait de notre mieux pour créer une expérience qui est la plus fun possible. L'idée, c'est vous n'avez pas d'excuses pour ne pas commencer à vous faire la main sur des stacks Web3 en étant développeur Web2. Si vous avez déjà un background dans l'informatique, computer science, vous pouvez aller vous amuser
et vous allez trouver toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous faire la main sans avoir à suivre différents supports, différentes plateformes, juste voilà, dépendre sur du tech writing ou autre. Vous allez avoir un degré d'interactivité qui est avancé et tout ce qu'il faut quoi, par la suite. Voilà un peu le concept. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Hop là, tac. Bah, j'ajoute aussi que il y a aussi pas mal de. Là, nous, il y a un gros sujet en Web3 sur la partie dev, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive en fait à différencier pour les airdrops, pour les applies sur les jobs, enfin pour les gens qui vont candidater sur des offres d'emploi, etc., dans des boîtes renommées. Il y a de plus en plus ce sujet de comment est-ce qu'on s'assure que la personne a vraiment des compétences. Et nous, c'est un sujet qu'on a parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a énormément de gens qui, sur OnlyDust, font ce qu'on appelle des candidatures ChatGPT. C'est-à-dire, ils demandent à ChatGPT de proposer une façon de candidater sur l'issue. Après, ils essaient de solve avec ChatGPT, avec Copilot, pour essayer d'avoir une PR qui soit merge, pour qu'ensuite, ils puissent éventuellement être éligibles à un airdrop. Parce que, comme je vous disais, 7 ou 8 millions qui ont été distribués aux utilisateurs en fonction du cours, etc., c'est énorme. C'est énorme. En plus des 2,5 millions de grants qu'on a distribués, donc on est quasiment à 10 millions de distribués directement via des grants et indirectement via des airdrops. Donc, c'est quelque chose qui aiguise un petit peu l'appétit des gens. Et en fait, des solutions comme. Des solutions, il n'y a que notre Guardian aujourd'hui. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train d'ajouter des plateformes comme notre Guardian ou comme OnlyDust pour s'assurer que quand elles font des distributions, c'est du travail qui a été fait, en fait, et qui est compétent. Et nous, par exemple, je sais que par exemple pour la Starknet Hacker House, ils ont un problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui font des applications pour. Enfin, j'en parlais parce que j'étais un petit peu Amy qui organise ça. Et elle me dit en fait, le problème c'est qu'on a plein de gens qui vont candidater. Parce qu'en fait, vous allez pendant une semaine être dans un super lieu à Bruxelles, par exemple pour Yves Bruxelles, vous allez pouvoir aller aux conférences, vous allez pouvoir rencontrer des mentors, vous allez pouvoir coder. Donc c'est un prix énorme pour la fondation d'organiser ça. Et du coup, ils veulent s'assurer que les gens qui viennent, c'est pas juste des touristes qui vont venir, qui vont essayer de coder, mais qui en fait n'ont pas vraiment la motivation, etc. Et du coup, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que si vous avez fait des quêtes sur notre Guardian, vous avez contribué sur OnlyDust, votre dossier, en fait, je crois même que vous ne pouvez pas candidater si vous ne l'avez pas fait. Donc, soit c'est en haut de la pile, soit c'est carrément un portail qui vous dit, bah, en fait, si vous n'avez pas été sur OnlyDust ou sur notre Guardian, en fait, on ne regarde même pas votre candidature. Donc, en fait, c'est vraiment une façon de créer votre portfolio et votre CV d'une façon hyper intelligente, quoi. Tout en plus en étant meilleur, quoi. Donc, voilà, je vous recommande vraiment d'aller sur notre Guardian parce qu'en fait, aujourd'hui, vous dites c'est Sam vend les compétences parce qu'il est modeste, mais je pense que dans les 6, 12, 18 prochains mois, il y a pas mal de gens qui vont être surpris en positif d'avoir contribué sur notre Guardian pour d'autres sujets. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire le pas. Et surtout, je vois aussi des gens qui ont le niveau. Alors nous, maintenant, c'est marrant, depuis qu'il y a le boost, j'ai des gens qui avaient le niveau et qui avaient juste fait 3-4 quêtes et qui avaient trouvé ça cool et qui maintenant cherchent toutes les quêtes pour compléter absolument, pour avoir tout fait. Et dire, c'est bon, j'ai absolument tout fait. Donc voilà, parce qu'ils ont compris que c'était aussi dans leur intérêt. Et c'est cool. Voilà. C'était juste pour ajouter un petit peu d'informations sur ce que disait Sam, qui est d'une modestie sans nom. Voilà. Donc, je vous permets, je complète. Non, mais après moi, raison. j'invite tout le monde à se faire un avis sur la solution, à la tester. Si jamais vous rencontrez des difficultés, allez nous voir sur Discord. Et idem pour OnlyDust, moi je trouve que c'est super, c'est très straightforward. On a besoin de plateformes comme ça en fait dans l'écosystème. Et les gens en fait peuvent se faire un avis sur la question très très facilement. Mais comme tu l'as dit, dans les différentes éditions d'Audiac, il faut être assez proactif pour choper les bonnes issues rapidement et se mettre à la tâche. Et je pense qu'on n'a pas d'intérêt non plus à se jeter sur la première tâche venue pour finalement mettre du temps à la livrer ou livrer quelque chose de mauvaise qualité, mais plutôt aller dans des directions sur lesquelles on est sûr d'avoir voilà, la chance de contribuer, la possibilité de contribuer de façon pertinente. Donc ouais, non, très, 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 très cool. Et pour ce qui en est des Hacker House, ouais, l'idée, c'est de créer une sorte de réseau de réputation. Par exemple, pour les Hacker House Starknet, vous avez la possibilité de rester pendant 7 jours auprès de Starknet dans une ville de votre choix où une conférence se tient gratuitement et hacker sur des sujets qui vous tiennent à cœur, relatifs à Starknet, bien sûr. Il est nécessaire d'avoir validé certaines quêtes sur Node Guardians. Il est obligatoire, si je ne me trompe pas, pour montrer patte blanche. En gros, un souci qu'on peut avoir, par exemple, sur Starknet, qui a un domaine spécifique language qui s'appelle Cairo, c'est qu'on peut avoir des gens qui viennent parfois sans les acquis, sans les bases nécessaires pour écrire du code en Cairo,
et qui se retrouvent à apprendre Cairo les 2-3 premiers jours et qui finalement ont très peu de temps restant pour livrer quelque chose de qualité, et ça réduit la qualité moyenne des projets présentés, et ça pose problème. Là, grâce à ça, on peut avoir une sorte de preuve qui suggère que la personne a un niveau en Cairo, et ça facilite la tâche à Starknet. Mais là, en ce moment, l'idée, c'est de généraliser ça à Aztec, à Optimism et à plein d'autres stacks. Et votre Folio Node Guardians, en fait, à mesure que vous l'étoffez, vous allez pouvoir utiliser ce score de crédibilité pour accéder plus rapidement à différentes opportunités. Peut-être même aller, j'en sais rien, moi, dans une boîte de nuit qui demande d'avoir, j'en sais rien, écrit un prouveur de Snark. Je dis n'importe quoi, mais l'idée, c'est d'avoir une sorte de curriculum qui vous permet d'accéder à des opportunités qui ont du sens et de s'amuser, en fait. À la base, vous le faites juste pour développer des compétences, pas les prouver, mais juste apprendre de nouvelles choses ou maîtriser de nouvelles choses. Et tout en parallèle, vous obtenez ces différents privilèges. Comme une sorte de loyalty programme, c'est ça les trucs, Miles, Emirates, j'en sais rien, comme ça. Ouais. Voilà. Yes. Ok, cool. Il y a une petite question là, un peu hors sujet, mais j'aimerais bien savoir ce qu'Abdel pense de Move en termes de sécurité en comparaison de Cairo. C'est une bonne question. J'adore Move. Je pense que c'est vraiment un langage qui est intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est un peu similaire à Starknet dans le sens où c'est un langage qui est spécifique. Donc, les écosystèmes qui utilisent Move auront aussi la difficulté qu'on a nous pour attirer des développeurs, etc. Donc, il y en a plein. Il y a Atos, oui. Mouvement plus récemment. Donc, au moins, d'un sens, il y a plus d'écosystèmes qui utilisent le même langage, donc ça joue en leur avantage. Ce que j'aime bien, c'est les modèles de sécurité, le fait que c'est un langage fortement typé basé sur des ressources. C'est vrai que c'est intéressant, ça évite pas mal de hacks potentiels. Par défaut, vous avez des protections supplémentaires. Nous, on aime beaucoup Move et potentiellement, on va même s'en inspirer pour des futures itérations de Cairo. Emprunter des concepts et des choses qui sont dans Move et les appliquer à Cairo. Donc, très clairement, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Et il y avait une question sur quel intérêt aurons-nous à stacker dans STRK, simple APR, une partie des frais générés par le réseau. Comme toute forme de staking, il y a la première chose, c'est du rendement. Ensuite, participer à la sécurisation du réseau quand il sera décentralisé. Et oui, une partie des frais du réseau, oui, de la même manière que quand le réseau serait décentralisé en proof of stake, il y aura une partie des rewards qui viendra de la production des blocs et une autre partie qui viendra des frais. Donc, on pourra voir émerger, bien sûr, je pense, de la MEV, ce genre de choses. Donc, voilà. Et il y avait une question pour celui qui veut commencer. Quelles ressources sont conseillées? Donc là, potentiellement, je délègue la question à Sam et Greg pour les ressources pour un nouvel entrant. Moi, ce que je pense, alors les ressources pour un nouvel entrant, ça dépend de votre niveau, parce que si vous êtes vraiment, vous commencez à apprendre à coder, peut-être que ça va être un petit peu juste, mais si vous avez déjà quelques bases, moi je remarque qu'il y a pas mal une bonne façon de d'attaquer, c'est qu'il y a pas mal de bootcamps, et on le voit, qui sont assez efficaces sur des langages. Donc en gros, moi je vous recommande vraiment de regarder un petit peu les écosystèmes qui vous intéressent, surtout en termes de vibes, en termes de techno. Et éventuellement de ne pas hésiter à essayer de faire des contributions sur des sujets sur le langage que vous maîtrisez. Parce que je vous disais, par exemple, il y a toujours des contributions front, etc. Et ça vous permet de voir un petit peu si vous vous sentez bienvenu, si vous aimez bien, si vous aimez bien l'ambiance, l'écosystème, si vous avez l'impression que vous pouvez créer des liens. Et une fois que vous avez fait cette première étape, donc ça peut vraiment être, par exemple, je vous dis, une contribution front assez facile pour commencer à mettre un petit pied dedans. Il y a aussi beaucoup par exemple, sur Starknet, il y a Starklings qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des tutos, mais il y a aussi des bootcamps donc pour Kero, mais il y a aussi des bootcamps, je le prends pour exemple, mais par exemple sur Move, etc. Et je vous recommande d'essayer de trouver des bootcamps qui sont organisés par des fondations. Je trouve que c'est une très bonne façon de commencer. Et ensuite, petit à petit, on se répète, mais d'aller prendre des good first issue, donc des tâches que vous pouvez accomplir sur des repos open source via Onlydust pour commencer à appliquer ce que vous avez appris tout de suite et continuer à monter en compétences petit à petit, faire votre réseau. Donc, c'est vraiment toujours en parallèle, commencer par sonder l'écosystème avec des sujets sur lesquels vous êtes capable de tacler, qui ne sont pas forcément un langage que vous ne connaissez pas. Pour ensuite, une fois que vous avez ce choix, vous inscrire à un bootcamp dans lequel vous allez encore rencontrer des gens et toujours, d'un côté, avoir le sujet monter en compétences théoriques avec ces bootcamps et application pratique, et toujours rester dans l'application pratique en parallèle, parce que ça vous permet de progresser beaucoup plus vite et de vous rendre compte si ce que vous apprenez, en fait, vous savez vraiment le faire ou pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont très très forts en théorie, mais qui en pratique ne le sont pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème des formations en ligne. J'ai fait pas mal de formations en ligne dans ma vie d'avant. Il y avait des gens qui auraient toutes les formations partout tout le temps, mais qui en fait étaient incapables de faire. Et d'autres gens qui, au contraire, voulaient jamais se former avec des formations en ligne ou aller à des bootcamps. Et en vrai, ça les ralentissait. Donc voilà, trouver vraiment le
le bon compromis. À mon avis, c'est un petit peu une bonne façon de rentrer en termes de ressources et un framework. Et après, bien entendu, pour Starknet, il y a les Kiro Bootcamp, il y a Starklings qui vous permet de faire des choses. Et voilà, pour être plus concret, mais comme je vous disais, il y a pas mal de points d'entrée. Après, il y a des questions, je crois. Je ne sais pas si Sam, tu voulais répondre là-dessus, tu veux que j'enchaîne? Est-ce qu'il y a des... Non, moi je pense qu'il y a des ressources qui sont gratuites. Après, il faut vraiment y consacrer du temps. Je pense que faire ça en parallèle, pas de façon un peu négligée, mais avec d'autres obligations, où y consacrer 2 heures par semaine, ça risque d'être un peu juste. Oui. Mais si vous prenez 10, 20 heures, où vous y allez à fond, 70 heures par semaine, et que vous ne lâchez rien, que vous utilisez des ressources gratuites comme CS50 de Harvard, des vidéos sur YouTube, et d'autres supports comme Crypto Zombie, j'en sais un autre, Guardians, ou peu importe, whatever floats your boat, je pense qu'au bout d'un an d'acharnement, vous pouvez avoir un niveau digne de ce nom et commencer à contribuer, livrer du code en production. Et c'est un an où vous y consacrez une part importante de votre temps. Et c'est véridique, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont commencé la programmation from scratch en un an, sans background en sciences de l'informatique ou en sciences appliquées, et qui ont soit un job, ou au bout de 2 ans, qui ont trouvé des jobs dans les meilleures boîtes de l'écosystème. On parle de choses comme Chainlink, Nethermind, ou des projets de DeFi qui ont des valorisations importantes ou autres, même si ce n'est pas une métrique qui est importante pour évaluer leur qualité. Je veux juste donner des ordres de grandeur. Donc, en un an et demi, 2 ans, il est possible de se reconvertir totalement. Il faut juste avoir de la volonté et être exigeant avec soi-même, et consacrer surtout du temps, mais c'est parfaitement possible. Mais ça ne viendra pas tout seul. Après, la question de GLnuts, il faut combien de temps pour maîtriser un langage de programmation par temps zéro? Je pense qu'on arrive à un point où on peut reproduire toutes les logiques qui nous passent par la tête avec un langage de programmation. Ça, c'est un point qu'on peut débrouiller. Après vient la question de comment la logique est implémentée, et voilà, est-ce que vous comprenez les différents patterns que vous employez, les risques de sécurité que vous introduisez, quelle est l'efficacité de votre code, est-ce que vous comprenez comment la chose est compilée par la suite pour appliquer des optimisations plus avancées? Est-ce que vous arrivez à avoir cet acumen, cette vision? Et ça, c'est une optimisation de toute une vie, finalement. Et c'est pour ça qu'il est difficile de dire « je maîtrise un langage ». Non, on peut dire « je suis familier avec un langage », mais il y aura toujours quelqu'un qui va livrer un code plus efficace que le vôtre, ou qui aura une perception, on va dire, plus sophistiquée, et qui pourra concevoir le code avec certaines failles prises en considération pendant la conception de ce dernier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font que du low level, du high frequency trading, ou qui écrivent des circuits, des trucs très, très bas niveau. Et leur job, c'est que de faire ça, parce qu'il y aura toujours un monde où vous allez avoir besoin d'un code très, très efficace. Mais après, avoir un niveau un peu polyvalent, ou pouvoir créer toutes sortes de logiques, c'est une chose. Mais il faudra toujours être difficile avec vous-même et pousser le bouchon plus loin pour avoir un niveau digne de ce nom qui vous permettra de travailler dans des boîtes où les seuils sont élevés et vous devez quand même shipper un code de bonne qualité. Même si ce dernier, par la suite, va être audité ou peut-être optimisé par quelqu'un d'autre dans votre équipe, vous devez avoir un objectif de maîtrise du langage, mais surtout une évolution perpétuelle dans vos implémentations, dans votre écriture. Je ne sais pas si ça a du sens, mais l'idée est là. Je pense qu'en arrivant à un point où vous pouvez tout faire avec un langage, ça arrive. Mais après, l'idée, ce n'est pas de tout faire avec un langage, c'est de faire quelque chose de présentable, que vos collègues de travail vont pouvoir lire aussi, interpréter. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération qui rendent la chose difficile à la fin. Oui, tout à fait. Non, juste un petit point là-dessus, il faut bien toujours rester connecté au réel, parce que, comme je vous disais, parfois on a l'impression comme on ne se connecte pas, comme on n'essaie pas d'aller en prod, ou qu'on fait un side project tout seul de son côté. J'ai vu des très bons devs en potentiel s'enfermer pendant 3-6 mois à faire leur side project, sans aller se confronter, sans avoir de review de leur pairs, etc. Et ça, c'est des choses qui peuvent freiner votre progression. Donc, n'hésitez pas soit à contribuer, soit à être mentoré, soit à discuter soit à faire des challenges, etc. pour toujours tester votre niveau et toujours rester en contact, et pas juste vous mettre à juste coder tout seul dans votre coin en vous disant « Waouh, ce que je fais, c'est l'état de l'art maximum », alors qu'en fait, si quelqu'un de plus senior avait aidé votre code, il aurait pu donner quelques conseils. Et en fait, vous êtes en train, par exemple, de faire une solution qui est, souvent c'est le cas, soit beaucoup trop lourde par rapport à ce que vous deviez accomplir. Et en fait, vous dites, waouh, c'est génial, mais en fait, concrètement, dans une entreprise, personne ne ferait ça.
parce qu'en fait, c'est du code qui est difficile à maintenir, c'est du code qui est difficile à lire, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui fait la différence à la fin. Est-ce que vous allez trouver du taf dans une boîte vraiment cool ou est-ce que vous avez réussi à monter votre boîte? Donc voilà, en plus 100% sur ce que dit ça, mais je pense que c'est un an et demi de travail. Et les gens qui gardent la motivation, qui sont vraiment motivés, de l'autre côté, ils peuvent avoir des super opportunités. Et en effet, si vous y passez 2 heures par semaine, en vous disant, bon, je ferai ça quand j'aurai le temps, il ne va pas se passer grand-chose. Après, il y a des choses qui, je pense, sont un peu plus difficiles d'accès. Par exemple, ce que fait Feltroid, optimiser des multiplications multiscalaires ou créer des tout ce qui touche à ces moule maths, les courbes elliptiques, etc. Ça peut être un peu plus difficile à maîtriser pour le coup. Et un an et demi, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Ou il y a des sujets où un background en informatique conventionnel va vraiment aider. Tout ce qui touche à du low level, à comment est-ce que fonctionne. Souvent, ça aide grandement. Ça peut être appris en fait dans la street, mais vous allez probablement rapidement montrer vos limites en fait sur des sujets comme ça, mais tout est surmontable. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est de prendre peut-être quelques 2-3 questions et clore cette première émission. On va essayer de faire ça tous les mois avec différents invités, faire le point sur ce qu'il y a d'intéressant, peut-être quelques repos qui sont aussi cool, quelques missions open source qui sont chouettes dans tous les écosystèmes, dans quelques écosystèmes crypto, hein, Ethereum, Starknet, Optimism, et j'en passe. Alors, pas de questions? Il y a déjà un petit commentaire de Yann qui dit, il faut être passionné pour ne pas se forcer à coder. Enfin, moi, je pensais un petit peu presque pour une question, mais est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment être passionné et pas se forcer à coder, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut venir avec le temps? Je ne sais pas si vous avez un avis, Sam et Abdel, parce que moi, j'ai beaucoup de choses. J'ai l'impression moi, d'avoir rencontré des gens qui sont juste très intelligents, qui n'aiment pas coder, mais qui aiment l'argent, mais qui sont très rusés et qui arrivent à sortir du code génial. Mais par contre, dès qu'il est 18h, je ferme l'ordi. C'est fini, je fais autre chose. J'ai vu des spécimens comme ça, qui font du code, on s'inspire vite, co. Mais qui... Je pense que c'est une vraie minorité. Je pense que c'est bien un travail. Après, peut-être que je suis biaisé, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même un travail où la majorité qui continue et qui s'épanouit est quand même assez passionnée. Bien sûr. Et prendre du plaisir. Mais tu as raison, hein, bien sûr, il y en a qui sont juste pragmatiques et c'est un job alimentaire comme un autre. Ouais, c'est possible. Mais moi, voilà, de mon expérience perso et de mes connaissances qui m'entourent, je vois beaucoup de passion et j'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre le degré de passion et à quel point vous pouvez aller haut pour vous dépasser, challenger et compagnie. Je pense qu'il y a quand même une certaine corrélation entre le degré de passion et là où vous pouvez aller. Moi, je pense qu'il y a quand même. Alors, moi, je suis plus team pragmatique, mais dans le sens sans être un anime, sans être juste à faire de l'arbitrage, entre guillemets, je vais faire ce taf-là parce qu'en fait, ça me permet de gagner plus d'argent et je déteste ça. Oui. Je pense que là, c'est pas une très bonne chose, mais il faut aussi se rendre compte que parfois, au début, quand on se met à quelque chose, on doit forcer un petit peu. Moi, j'ai mon exemple perso, je prends un exemple, mais par exemple, la course à pied. Je connais beaucoup de gens qui se mettent à la course à pied, ils disent c'est horrible la course à pied. Ouais. Et en fait, après en avoir fait 10, 15, 20 fois, ils commencent à comprendre les mécaniques et ils commencent à prendre du plaisir. À trouver des plaisirs. Voilà, moi, ce que je recommande aux gens quand ils veulent tester quelque chose de nouveau, que ce soit un sport, que ce soit un travail, etc., c'est vraiment de s'y donner à fond pendant 3 mois et ensuite de voir. Parfois, au bout de 3 mois, votre plaisir, il fait que décroître. Et là, je pense qu'Abdel a tout à fait raison. Si plus le temps passe, plus vous découvrez et moins vous êtes intéressé, vous pouvez quand même continuer de faire de l'arbitrage et de dire bah, je vais faire ça parce qu'en fait, je n'aime pas travailler de façon générale. Et peut-être que c'est le meilleur ratio temps passé, argent gagné pour certains types de techno, etc. Et vous pouvez avoir cette approche-là quand même, libre à vous. Mais je pense quand même qu'il faut au début se faire un petit peu mal, notamment quand on apprend la programmation. Parfois, il y a des sujets qui sont au début, ça fait un petit peu mal. Et moi, je sais que par exemple, les maths, j'ai jamais trouvé ça passionnant. Et quand je suis arrivé à un certain niveau, en prépa, vraiment, je me suis mis à trouver ça incroyable. Et je sais que du coup, ça m'avait pris. Et au début, j'étais en mode, ouais, les maths, c'est vraiment pas ma matière favorite. Et c'est devenu ma matière favorite d'assez loin. Donc, voilà, parfois, il ne faut pas hésiter à forcer. Par contre, il y a des choses, plus vous y passez de temps, moins vous aimez ça. Et vous le sentez, quoi, que ça glisse. Et là, en effet, je pense qu'il faut changer. Mais n'hésitez pas à forcer un petit peu au début. Et c'est normal si, bah oui, c'est pas votre passion. Les 2 premières semaines, vous êtes en mode, waouh, c'est incroyable, j'adore ça.
même si ça peut arriver, et quand ça vous arrive, vous avez de la chance, quoi. Donc, allez-y à fond. En plus, une passion qui peut être rémunératrice avec autant de demandes et qui peut vous emmener aussi loin dans la vie que le dev, franchement, lucky you, quoi. Comme on dit. Ouais, j'adore parler en anglais quand je parle français, parce que quand je parle anglais, par contre, je trouve pas mes mots. Mais quand je parle français, pas de problème. T'as rejoint mon camp. T'as rejoint mon camp, le camp du Pas Spanglish. quand Sam parle anglais, non, juste pour parce que Sam, quand il parle anglais, on a l'impression que c'est un natif. Quand moi, je parle anglais, les gens comprennent que je suis français à peu près au bout de 4 secondes. C'est le temps moyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je raconte ma life là. Est-ce qu'il y a des événements de Starknet en... Après, je pense que c'est vrai que ça semblait un peu évident. Pour le coup, oui, vaut mieux être passionné pour aller loin dans le sujet. Mais c'est un peu le cas extrême, le cas exotique. Il y a certaines personnes qui ont un intérêt, on va dire, intermédiaire pour la chose, mais qui sont juste très, très, très rusées, très malines et qui arrivent à. Mais bon, après, ouais, ils ont des capacités ou autres, mais c'est un cas un peu. C'est un cas peu commun, c'est certain. Des événements Starknet en Bretagne. Je sais pas, je suis pas sûr encore ça. Même si Starknet est en train de conquérir le monde, je sais pas si elle allait conquérir la Bretagne. Ouais, la Bretagne, je sais pas trop, ouais. Mais ça serait intéressant, j'aimerais bien, on pourra demander dans l'écosystème s'il y a des gens qui sont en Bretagne qui seraient intéressés pour organiser des événements. D'ailleurs, message à tout le monde, hein. Si vous voulez faire partie de la communauté, vous engager, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Rejoignez le channel Starknet France et si vous voulez organiser des choses, on peut vous supporter, que ce soit financièrement, logistiquement et compagnie. Donc, n'hésitez pas. Si vous pensez être capable de ramener assez de monde et d'organiser quelque chose, dites-nous, et on peut faire ça. Des trucs cool, des trucs, un hackathon sur le Mont Saint-Michel, peu importe. Starknet. Faut être passionné pour suivre les changements de tech, surtout sur des écosystèmes naissants comme Starknet. Alors, en fait, moi, mon avis là-dessus, c'est quand même que quand vous allez sur un nouvel écosystème, en fait, vous avez un coût d'opportunité qui est fort, ça vous devez apprendre un nouveau langage, etc. Mais à la fois, vous allez être soutenu financièrement pour apprendre. Donc, comme je disais, vous pouvez faire des fois hacker pendant une semaine, vous avez des bootcamps qui sont gratuits, vous pouvez aller faire de l'open source, vous avez des gens qui sont prêts à vous aider, vous avez des gens comme Abdel qui sont prêts à passer du temps pour vous aider. Je peux vous assurer que si vous n'êtes pas dans un écosystème naissant, vous n'allez pas avoir quelqu'un du niveau d'Abdel qui va vous répondre sur Telegram ou de son équipe pour vous donner un coup de main. Il va juste vous dire, bah gros, démerde-toi en fait. Désolé pour le. Et donc, du coup, je pense qu'en effet, il y a un coût d'opportunité, mais par contre, si vous choisissez le bon écosystème et que vous arrivez vous êtes là tôt, ça peut vraiment faire la différence pour votre carrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes dans l'écosystème Starknet qui recrutent et trouver des bons Kero développeurs, c'est très difficile. Et des gens qui ont commencé il y a 1 an sont considérés comme très expérimentés. Donc, si vous avez bossé dur, vous étiez motivé, vous étiez là assez tôt, vous avez 1 an d'expérience, vous êtes dans le top 5% et du coup, vous avez les salaires qui vont avec. Alors que si vous vous êtes mis à. Vous essayez d'être top 5% sur Java, vous allez galérer un petit peu. Hein. Voilà, je vous donne des petits tips. Donc voilà, vous prenez des risques avec votre temps, mais vous avez aussi des récompenses qui peuvent être disproportionnées. Par contre, je vous recommande de prendre l'écosystème et de stick to it, enfin de rester dessus. Le problème aussi, c'est les gens. Plutôt que du spread and pray. Ouais. Tous les 3 mois, ils changent de langage et vous loupez les opportunités en plus. Je ne pas Twitter, hein, parce que moi, je peux vous dire que Starknet, moi, j'y suis depuis avril. Bon, ça fait pas non plus 1000 ans, mais ça fait 2 ans et 3-4 mois qu'on a vraiment plongé dedans. Et à ce moment-là, c'était cool. Après, ça a été moins cool. Après, ça a été recool. Après, c'est moins cool. Et en fait, c'est vrai que si tu suis juste les hypes, tu vas louper le. Ouais, à un moment, tout le monde dit ouais, Starknet, c'est incroyable. Et je sais pas, il y a 12 mois, les gens disaient ah, mais Starknet, il s'est passé machin, c'était compliqué, etc. Et après, il y a eu l'énorme hype pré-airdrop. Et là, il y a des gens qui disent non, sauf qu'il y a des nouvelles qui arrivent qui, moi, font que je suis en mode écoutez, les gars, peut-être que dans 6 mois, tout le monde dira Starknet. Donc, en fait, juste trouver une communauté que vous trouvez cool, une techno que vous trouvez cool, restez dessus pendant 12-18 mois, ayez cette consistance et ça fait la différence. Je suis carrément d'accord avec ce conseil. Faites attention de passer 2-3 mois parce que vous serez toujours en retard. Mais c'est comme les gens qui. Votre temps, le trading, vous pouvez sortir d'une position, mais quand il faut 3-6 mois pour apprendre un langage, juste sautez pas. Et de façon générale, même les gens qui font du trading et qui sautent, qui n'ont aucune. Bon, je trouve. Il y en a aussi beaucoup qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais c'est un autre sujet qui n'est pas part de ce stream, donc je ne fais pas. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui dit, et ça rejoint ce que vient de dire Greg, je pense que Dev Solidity, il faut être vraiment bon pour sortir du lot. Et effectivement, il faut compter aussi le nombre de personnes avec qui vous êtes en compétition. Donc c'est ça le coût d'opportunité, comme disait Greg, et la spécialisation peut être très payante en fait. Des Dev Solidity, ça court les rues. Des bons Dev Solidity, c'est là où le problème commence à. En fait, il y a plein de développeurs qui ont des compétences en Solidity, mais
En fait, toutes les boîtes cherchent à recruter le haut du panier, le top 3 à 4%, et c'est là où ça devient très complexe, en fait. Mais ouais, moi, la seule conclusion que je voulais ajouter, c'est qu'il faut faire de l'AI. On n'a pas assez parlé de l'AI, mais le futur est dans l'AI et on n'en parle pas assez. Il faut se reconvertir dans l'IA. La crypto, c'est terminé, c'est passé de mode. Il faut aller à San Francisco, dans la Bay Area, et faire de l'open source AI Donc les supraconducteurs, et sinon. mettre un token sur tout ça. Voilà. Et je vous dis, le problème, par exemple, pour illustrer sur les AI, moi, je connais des gens qui, justement, se sont mis à se passionner en AI à 3-4 ans, certains plus, hein, qui ont trouvé ça cool, qui sont restés, alors même que c'était pas cool. Et maintenant que c'est cool, ils en tirent les bénéfices. Et les gens se disent, waouh, waouh, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Mais en fait, ils étaient là bien avant. Et les gens qui tirent vraiment les bénéfices de ces énormes vagues qui arrivent, c'est des gens qui étaient dans ce spot-là, avec leur planche de surf, et qui attendaient la vague et qui étaient prêts. C'est pas les gens qui voient la vague qui disent, ah, les gens qui courent qui changent de plage toutes les 5 minutes en courant avec leur planche de surf pour essayer de... On les appelle les Transformers dans l'IA, ces gens-là. Voilà, non, mais par exemple, juste Ah ouais. Gingface, c'était français, qui... énorme boîte, incroyable ce qu'ils ont fait chez Gingface. Juste pour info, regardez, moi j'ai des gens qui les suivaient en 2017-2018. Les mecs, ils étaient là en 2017. En 2017, c'était pas hype, en 2018 non plus, en 2019 non plus, en 2020 non plus. Et ils ont resté. Et maintenant, c'est une évidence, oui, mais c'est une évidence parce parce qu'ils étaient là au bon endroit. Ils ont senti qu'il y avait des choses qui se passaient. Ils ont senti que la communauté quelque chose. Ils ont senti que sur la tech, il se passait un truc. Et vous devez trouver cet écosystème-là. Exactement. C'est le Voilà. syndrome de ils sont chanceux, même par exemple les gens qui disent ouais, ceux qui ont investi dans le Bitcoin en 2012, etc. Mais il fallait y croire, les gars, il fallait hodl aussi. Hein. Ouais, parce C'est pas que garanti que... c'est comme les gens qui ont reçu des devs sur Starknet qui ont énormément contribué jour 1 à l'époque où il fallait 50 minutes pour faire une transaction. Oui. Non, c'était plutôt 3-4. Mais... Et qui sont là, et puis après, ils ont reçu leur airdrop et tout. Mais oh là là, là oui, insiders et tout. Ouais, mais les mecs, pendant 2 ans, ils Il étaient fallait y là. croire. Voilà, il fallait y croire. Il fallait y croire. Ouais. Et aujourd'hui, il y a d'autres écosystèmes comme ça. Mais après, ça va dépendre aussi de votre profil. Starknet, il y a 2 ans, pour surtout la majorité d'entre vous, c'est pas le moment. Et c'est Starknet maintenant le bon moment. Et il y a des gens pour qui Starknet, le bon moment sera dans 2 ans, quand il y aura 2000, 3000, 5000 développeurs. Et il y en a pour lesquels ce sera dans 10 ans, quand il y aura 1 million de développeurs. Donc, ça dépend aussi de ce que vous cherchez. Des fois, il ne faut pas essayer d'être toujours top 10 dans les 10 premiers devs parce qu'en fait, ce n'est pas qui vous êtes. Mais voilà, faites attention un petit peu à ces cycles de hype. Et même Solidity, on dit qu'il y a beaucoup de devs Solidity, mais Solidity, c'est encore très early. Il n'y a pas de 2,5 millions de devs Solidity. Il devait y en avoir 20 ou 25 000. Mais la compétition n'a rien à voir. Ah, pardon. J'ai monopolisé la parole. Non, pas de souci. Écoutez, moi, je pense qu'on rentre dans le format de cette première édition. C'était très, très chouette de vous avoir. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu-là. Comme d'habitude, les liens pertinents seront ajoutés dans la description pour pouvoir contribuer sur OnlyDust, en savoir plus sur les différents écosystèmes mentionnés dans cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires de cette vidéo qui sera réuploadée sur YouTube. Voilà, je remercie nos invités, je remercie toutes les personnes qui sont présentes sur ce stream et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux airdrops, de nouveaux projets AI et autres Merci à folies tous. du genre. Merci encore et prenez soin de vous.